Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est assez peu connu, mais c'est la difficulté à avoir des conversations qui vont dans le script d'une autre personne. Je m'explique. En tant que personne autiste, je peux mettre ce terme-là, et TDAH, je sais que la double symptomatologie, ça peut faire qu'on a du mal à avoir un système normal, qui n'est pas complexe et donc qui n'a pas cette, superposition de différents processus de comportement qui peuvent être très aléatoires, voire très contradictoires. Dans le TSA, je sais qu'il y a un besoin de structuration, de régulation des émotions qui ne sont pas tout à fait la même. Il y a aussi cette, cyclothymie au niveau de l'humeur. On peut passer par des fluctuations, de phases plus ou moins persistantes qui peuvent nous handicaper et donc on est conditionné à travers nos émotions. On peut les ressentir et la croyance selon laquelle un autiste n'a pas d'émotions, je pense que c'est totalement faux. Au contraire, il a beaucoup d'émotions en lui. C'est quelqu'un d'hypersensible, mais cette hypersensibilité, ça va faire qu'il aura du mal à se canaliser et donc à traiter différentes informations en fonction de ce qu'il a pu avoir comme support de régulation au niveau de ses émotions. Par exemple, quelqu'un qui est constamment anxieux, voire en dépression mais qui a d'autres émotions telles que la joie, la tristesse, parce que celles-ci sont plutôt passagères comparées à des humeurs, latentes, qui deviennent permanentes. Il va être confronté à un rapport identitaire, très compliqué. Parce qu'il va pas se dire qu'il a plusieurs émotions qui sont en lui, mais qu'il n'arrive pas à gérer. Il va plutôt se dire qu'il est perdu et qu'il est dans un néant lugubre et donc je trouve ça, assez difficile de sortir de ce brouillard-là, sans parler du fait que beaucoup d'autistes peuvent souffrir, de la non-correspondance de ces émotions, donc on n'arrive pas à les étiqueter comme la tristesse, la joie et je pense que les personnes normales, qui ne sont pas autistes ou qui n'ont pas de TDAH ou même les 2 ou d'autres neuroatypies, peu importe, ils vont se dire qu'ils ressentent une émotion, mais elle est plutôt brute, elle est pas mélangée avec d'autres. Par exemple, en tant qu'autiste, on peut ressentir à la fois de l'anxiété si on l'a tout le temps, mais en même temps si on est en période d'euphorie, parce qu'on est dans nos activités, spécifiques, donc ces intérêts qui font qu'on a une certaine passion et qu'on y met du temps et de l'énergie qu'on consacre, parce que tout simplement on l'aime bien. Dans ces cas-ci, on l'anxiété, on le met de côté, mais il reste toujours présent et donc si on est euphorique, il y aura des symptômes qui vont nous dire clairement que ça ne va pas être que de la joie, que de l'euphorie parce qu'il y aura en toile de fond une persistance qui va nous dire: «Il y a quelque chose qui cloche» et donc au final, on va avoir cette impression d'être submergé non pas par la joie, mais par une autre émotion qui va faire que, lorsque, celles-ci sont constamment, mais tous les jours, avec nous et qu'on n'arrive pas à les traiter, ça va mener à presque une dyslexie au niveau des émotions et donc une incapacité à déjà se réguler émotionnellement puisqu'il faut savoir l'émotion dans laquelle, on est actuellement et parfois la dissociation et je peux constater que les personnes autistes peuvent souffrir de ça parce que comme on n'est pas du tout dans la matière et qu'on n'est pas ancré, on a du mal à avoir des repères et les TSA généralement se réfugient plutôt dans l'imaginaire, dans l'introspection. Il y a des TSA extravertis, je ne le dis pas, je sais que ça existe, mais je pense que c'est un peu plus rare et ça dépend du contexte et de l'environnement familial. Mais généralement, ce sont des introvertis plus et on peut même confondre introversion extrême et autisme et moi, je croyais que j'étais introverti extrême alors que pas du tout. Je suis introverti léger, mais c'est juste que j'ai le TSA qui va renforcer le fait que j'ai besoin d'avoir, un minimum, de solitude et c'est même pas un minimum. C'est la moitié du temps, je dois être seul parce que sinon je vais être sur les nerfs, je vais être fatigué, anxieux. En fait, tout le monde draine mon énergie d'une quelconque façon, même si ce sont des personnes saines d'esprit. Je vais tout accumuler inconsciemment et je peux dire que je suis une éponge émotionnelle et c'est pour ça qu'on a du mal à repérer nos émotions. C'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est aussi par rapport au fait qu'on aspire sans le vouloir les émotions des autres et quand vous avez des personnes que vous ne connaissez même pas dans la rue, vous m'étonnez que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions plus celles des autres parce que déjà vous ne les connaissez pas et en plus, ce n'est pas à vous de traiter ces émotions. Mais comme vous êtes des canals et que vous avez un monde intérieur extrêmement riche, je pense que vous captez des énergies à la fois très lumineuses et très sombres et ce paradoxe même va faire que, au bout d'un moment, vous allez commencer à
à être extrêmement distant émotionnellement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres parce que ça vous empêche limite de respirer. C'est comme si vous étiez au fond de l'océan, que vous n'arrivez pas à relever la tête dans l'eau et admirer le ciel et ses couleurs et ce qui se passe en haut. Vous errez dans le bas-fond de l'océan. J'aime beaucoup cette métaphore parce qu'elle représente, les émotions, que peuvent traverser une personne autiste et surtout la tristesse. Personnellement, je suis très à l'aise avec cette émotion-là et limite ça me permet d'évacuer toute cette surcharge, extrêmement handicapante et massive. Par exemple, quand je sors dehors, parfois j'en ressens l'envie de pleurer, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a cette dissociation qui m'empêche de le faire parce que je ressens trop, je pense et il n'y a pas de question de néant ou de vide absolu. Je pense que les autistes ont des émotions mais comme on les a jamais appris à les repérer déjà sainement et à leur dire que c'était pas grave, qu'une émotion n'est pas dangereuse parce qu'on peut avoir cette croyance limitante de se dire: «Ah tiens, si je me mets en colère, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Si je mets mes limites et que je dis non à une personne, qui par exemple a besoin d'aide, je suis aussi une mauvaise personne et donc je ne mérite pas de vivre et je ne mérite pas de ressentir des émotions positives, par exemple». Oui, dans ce cas-là, c'est contraignant et ça nous indique aussi qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes et vis-à-vis de nos émotions parce que n'oubliez pas et c'est extrêmement dur ce que je dis parce que je le conçois, moi aussi je le traverse, mais quand vous avez des périodes de panne d'inspiration, quand tout d'un coup, je sais pas, vous avez 1000 idées à la seconde et une période après, vous vous sentez mais totalement submergé, et vous avez l'impression que votre ancien vous, celui qui est plutôt dans la solitude, qui a envie de rien faire, qui veut juste, se laisser mourir à petit feu, il veut être réconforté et je sais que c'est pas du tout acceptable pour certaines personnes, mais une émotion, ce n'est pas vous. Une émotion, c'est une énergie qui passe et qui peut dégager vite fait. Mais si vous l'alimentez avec des pensées et comme on a cette capacité de suranalyse, mais constante de tout ce que l'on voit, tout ce que l'on surinterprète et un TSA, je dirais que c'est un véritable ordinateur qui arrive à décrypter les émotions des autres. Non pas que les émotions des autres sont véridiques à ce qu'ils pensent, parce qu'une intuition peut être faussée par rapport à nos traumatismes, à nos blessures, selon, ce que l'on vit. Mais moi, comme par exemple, j'ai la blessure du rejet et de l'humiliation, à chaque fois que je suis dehors, je capte que des énergies négatives, qui me font ressentir du rejet. Pour autant, je sais que ces personnes inconnues, même si elles ont des expressions de colère ou même de crainte ou de stupeur quand, je sais pas, je peux m'approcher d'eux parce que je suis quelqu'un d'assez différent, donc ça se remarque in extremis. Je peux vous dire que ces personnes ne sont pas dérangées par moi, mais par ma blessure de rejet en elle-même et par mes émotions que moi j'arrive pas à gérer. Et il y a aussi cet effet de projection de ce que nous n'arrivons pas à enlever. Et cette question d'enlever, de synthétiser, de mettre en forme, de matérialiser, des fois, ça peut se faire par l'intermédiaire d'une relation amicale ou même d'une relation toxique, si vraiment on n'arrive pas du tout à se respecter nous-mêmes et ça va nous permettre de faire le point avec nous-mêmes, de dégager, ce qu'il y a à dégager, que ça soit des relations, qui n'ont plus lieu d'être, qui ont été, peut-être, certes concluantes et qui nous ont permis de nous enrichir au niveau des expériences, mais au bout d'un moment, c'est stop et le système, je vous le dirai jamais assez, d'un TSA est plutôt lisse, il est perméable. Donc comme on est une éponge émotionnelle, on peut être vite trigger et vite submergé comme dans un océan massif et il faut prendre soin de notre océan intérieur, de notre nature, vous y mettez toutes les images que vous souhaitez. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, quand je rêve, être dans le cosmos où je ne vois que moi, je vois que des énergies lumineuses, mais je ne sais que ce n'est pas ce que je traverse dans la réalité parce que toutes ces émotions que je peux capter dans le cosmos, ça va représenter des infimes parcelles de mon identité, mais ce n'est pas moi. Le véritable moi, le soi en tant que tel, il n'est pas quantifiable. Il n'est pas représentatif dans un espace, dans un temps, dans une limitation, dans un égrégore de croyances même. Et donc ces émotions vont être en quelque sorte un indice sur lesquels je dois m'appuyer pour me rapprocher du soi. Et ce soi-là, il n'est pas complexé par ses émotions, il n'est pas hypersensible, parce que l'hypersensibilité, c'est vu
de manière très péjorative par la société et je peux le comprendre parce que on peut avoir des crises de colère, on n'arrive pas à se contrôler émotionnellement, on peut être vu comme enfantin ou enfantine et donc ça pose un énorme problème pour s'intégrer dans une société, qui est, en toute honnêteté, je vais vous le dire, très froide, qui n'en a rien à faire de vos blessures, de qui vous êtes et qui est juste là pour avoir une rentabilité économique et pour moi, le rapport à l'humain, il passe au second plan, même au troisième ou quatrième plan et c'est la dernière, des préoccupations, en tout cas pour le monde des entreprises ou pour, une tierce personne et même en amitié, même en amour, c'est également la même chose. La personne ne va pas prendre en charge vos émotions, elle va juste vous accepter tel que vous êtes, oui, mais tout ce que vous avez à traiter, il faut le faire vous-même et c'est pas en vous appuyant sur les autres ou en rejetant les autres aussi parce que ça peut être 2 phénomènes, qui ont certes une extrême, désobligeance, mais qui peuvent vous ramener à vous-même par la suite. Le domaine des émotions, ça reste, assez confus et à l'heure actuelle, j'essaye aussi de me bouger un peu parce que par rapport à cette panne d'inspiration, j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à me dire, «Oui, il faut que je voie le bout du tunnel, le bout de la lumière» et c'est la réussite d'avoir terminé un long livre que j'avais entamé depuis 4 ans. C'était en 2022, on est en 2026, ça c'est pour vous dire, l'énorme passivité, dont je fais preuve. Et j'espère, que je réussirai à l'écrire tout simplement et à accepter cette colère. J'y remédie, j'essaye de travailler sur ça. J'essaye de sortir aussi et de me dire qu'il faut pas que je mette la colère au centre parce que sinon, évidemment que je vais être fatigué à chaque fois que je rentre chez moi parce que je vais absorber des émotions négatives qui vont être régies par cette colère elle-même. Donc je vais essayer d'apporter un peu plus de joie, mais pas de naïveté. Parce que je l'ai clairement compris, si je suis trop gentille, trop naïve, on va aussi me bousculer et ça va être encore pire que si je suis quelqu'un d'aigri ou en colère et qui adopte cette posture de l'insensible. Et c'est le paradoxe des hypersensibles, surtout pour les femmes qui se protègent, vis-à-vis des hommes, de ce qui se passe dans la rue, des harcèlements, de tous ces comportements qui ne doivent pas exister, mais qui existent malheureusement. Et donc un hypersensible peut traverser aussi des phases où il va se sentir amorphe, vidé émotionnellement et il va se dire qu'il est un monstre, qu'il n'a aucun cœur, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, son système, il sature et il se dit: «Stop, ça suffit et c'est moi qui m'occupe». C'est le cerveau, la partie, liée à la raison, qui va, oui, qui va faire que finalement, non, c'est plus possible et les émotions vont être vues comme un fardeau et comme une limite à la vie et à l'atteinte même d'un individu. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette, petite vidéo, ce format court, vous aura plu sur la difficulté à gérer ses émotions pour une personne TSA et ou TDAH. Et pour le TDAH, c'est exactement la même chose, sauf que le TSA ne va pas interférer avec les questions avec la suranalyse constante. Donc on va pas se dire quand on a un TDAH sans le TSA de, «Est-ce que je dois dire bonjour? Est-ce que je dois, faire bonne figure?» Toute cette suradaptation, elle est moins là et moins présente chez le TDAH que pour le TSA. Mais quand il y a le TDAH en plus du TSA, je vous dis pas le bordel.